Aujourd'hui, nous accueillons Marc Gabold, professeur d'égyptologie à l'université Montpellier 3. Nous allons parler de Toutankhamon. Vous êtes un spécialiste de la période amarnienne. Est-ce que vous pouvez nous présenter très rapidement les particularités de cette période? On appelle cette période la période amarnienne car le roi Amenhotep IV Akhenaton va fonder une nouvelle capitale dédiée en quelque sorte au culte de son dieu unique, à Tel El Amarna, qui se trouve à environ 450 km au sud du Caire. La période amarnienne, c'est une période assez courte en fait, qui a vu l'essor du premier monothéisme historique, à l'époque du roi Amenhotep IV Akhenaton, dont l'épouse était la belle Néfertiti, et dont l'enfant, le dernier enfant, est le roi Toutankhamon. Donc c'est une période intéressante, puisqu'on a l'essor de cette première religion avec un dieu unique exclusif. On a le plus beau trésor archéologique de l'Antiquité et un art absolument exquis, aussi bien en bas-relief qu'en sculpture qu'en orfèvrerie. Une période courte comprend de nombreux noms connus, notamment Akhenaton et Toutankhamon. Des analyses ADN ont été menées. Quels ont été les résultats? L'ADN a été pratiqué sur des échantillons de plusieurs momies. Malheureusement, toutes les momies ne sont pas très bien identifiées. Mais parmi celles que l'on a analysées, il y a notamment une momie qui a été retrouvée dans une tombe de la vallée des rois, la tombe 55, et qui, d'après les textes du cercueil, est celle d'Amenhotep IV Akhenaton. Cet ADN a été comparé à celui de Toutankhamon, dont là l'identité est certaine, et on est parvenu à la conclusion que Toutankhamon était le fils d'Akhenaton et d'une personne que l'on a prise pendant longtemps pour sa sœur, mais qui est vraisemblablement sa cousine germaine, issue d'un mariage entre cousins. En fait, l'ADN permet de savoir quel pourcentage d'ADN on partage avec une autre personne, mais ne permet pas de savoir qui est le père et qui est le fils. Et donc ce sont des extrapolations, des hypothèses historiques qui permettent de dire, donc voilà, telle personne est le père, telle personne est le fils, et les conclusions auxquelles moi je suis parvenu à l'aide de ces analyses ADN, c'est que Toutankhamon est le fils d'Akhenaton et de Néfertiti, et que Akhenaton et Néfertiti étaient cousins issus de mariage entre cousins. Toutankhamon nous est connu grâce à sa tombe. Pourtant, il est mort jeune. Combien de temps a-t-il régné et qu'a-t-il eu le temps de faire? Toutankhamon a régné 10 années. En fait, on sait qu'il a eu un an 10, il est mort quelque temps après le début de son an 10, même si cette année 10 n'est pas attestée dans la documentation. Donc il a régné en gros 9 années, ce qui est effectivement très peu de temps. Et c'est un petit peu un contraste, un paradoxe avec la richesse de sa tombe. Il faut bien voir que dans sa tombe, il y a beaucoup de matériel qui a été usurpé d'un prédécesseur féminin. Donc on comprend à travers cette usurpation la richesse de ce tombeau très particulier et qui masque un petit peu un règne qui est quand même très brillant par ailleurs dans le reste de l'Égypte. Lorsque Toutankhamon arrive sur le trône, l'Égypte est en mauvais état. Les pharaons prédécesseurs se sont fourvoyés, notamment Akhenaton, notamment sa fille Mérithaton, et le premier soin de Toutankhamon est de continuer la restauration des temples qui ont été mutilés à l'époque de son père, notamment les images du dieu Amon. Mais à côté de cela, il va énormément construire en Égypte, notamment des temples et des structures en Nubie. Il va beaucoup s'intéresser à la Nubie, qui est le premier pourvoyeur d'or de l'Égypte. Connaissons-nous les causes de sa mort? Il est très difficile de trouver les causes de la mort sur une momie. En règle générale, c'est très délicat. Il faut faire des analyses qui portent sur les affections microbiennes, par exemple. Or, c'est très difficile de retrouver des causes microbiennes de décès. Pour Toutankhamon, ce qui a été évoqué et qui me semble tout à fait plausible, c'est la possibilité d'une fracture au niveau du fémur à la hauteur du genou, qui se serait infecté, qui aurait provoqué une septicémie sur un organisme qui était assez frêle. Toutankhamon, on le voit, n'était pas de grande stature et il avait probablement la malaria. Donc tout ceci fait un organisme assez faible, et là il suffit d'une infection osseuse, suite à une fracture du genou, pour que, en une semaine, le sort du roi soit réglé. Akhenaton, qui est manifestement aussi issu de Germain, pourrait avoir également eu quelques problèmes génétiques, d'où ces représentations bien connues. Il y a des mariages, je dirais,
au sein de la famille royale, il y a beaucoup de sociétés où le mariage privilégié, c'est avec le cousin germain. Donc il ne faut pas extrapoler, les mariages entre cousins ne jouent que lorsqu'on a des infections. Le physique particulier d'Amenhotep IV Akhenaton, il a plusieurs causes. Une cause qui est esthétique. On a dans l'Égypte ancienne régulièrement des courants baroques où on accentue des traits des personnages qui sont des caractères tout à fait irréels. Les grands yeux en amande, par exemple. On a également le passage de l'adolescence qui a marqué le visage d'Akhenaton. Les lèvres très pulpeuses, très charnues. Ça, c'est une marque de la jeunesse, une passage de l'adolescence de ce roi, avec l'apparition des caractères sexuels secondaires. On a également probablement un héritage de sa famille, avec un physique particulier, peut-être une affection que l'on appelle la maladie de Barré-Kersimons, qui est une répartition inégale des graisses entre la partie supérieure du corps et la partie inférieure. Mais ce qui a aussi joué énormément, c'est l'influence de la sculpture monumentale. En effet, à l'époque d'Akhenaton, on a représenté le roi sous forme colossale, des statues qui avaient à peu près 6 mètres de haut, et qui étaient faites pour être vues en contre-plongée. Et on s'aperçoit que les déformations apportées au corps du roi, cet allongement terrible des figures, notamment du visage, eh bien, étaient faits pour compenser, je dirais, la parallaxe, c'est-à-dire le fait que l'on voyait le visage du roi par en dessous. Et quand on s'amuse à réduire cette parallaxe, on voit qu'il a un visage à peu près normal. Le paradoxe, c'est que par la suite, ce caractère monumental du roi sur des statues qui avaient 6 mètres de haut, on l'a conservé pour des statues qui avaient 1 mètre de haut, pour en quelque sorte signaler le caractère monumental permanent du roi. Donc là intervient, je dirais, l'idéologie et l'esthétique au milieu d'un processus qui était au départ un processus simplement de correction d'une erreur de point de vue. Pour en revenir à Toutankhamon, de nombreuses analyses ont été réalisées récemment dans sa tombe afin de trouver une éventuelle chambre secrète. Les campagnes sont-elles toujours en cours et quels ont été les résultats? En fait, il y a eu une proposition d'un chercheur britannique qui, à travers l'étude des reliefs de la paroi, était arrivé à la conclusion qu'il y avait peut-être une chambre dissimulée derrière l'une des parois. À partir de cette hypothèse, il en a conclu que c'était probablement la chambre concernant une reine pharaon dont Toutankhamon a bénéficié du mobilier funéraire, qu'il identifie à Néfertiti, ce qui n'est absolument pas certain. Il y a d'autres candidates possibles, notamment la fille de Néfertiti. Et à partir de cela, on a fait des mesures dans cette tombe. Alors on a d'abord regardé de près ces parois, ensuite on a fait des tests avec des thermomètres ultrasensibles. Enfin, on a passé au radar les murs, radar de sol, qui permettent de détecter de possibles cavités. Mais dans tout cela, on n'a que des différences de température, des irrégularités de surface et des échos radars plus ou moins lisibles. Et pourtant, on en a déduit qu'il y avait probablement une chambre. Les récentes études qui ont été faites avec un nouveau radar et avec l'électrorésistivité montrent qu'il n'y a rien. Donc c'était une belle hypothèse, mais je ne vois pas, bien entendu, faire de trous dans la tombe de Toutankhamon pour vérifier une salle qui n'existe probablement pas. Il faut s'intéresser à Toutankhamon parce qu'il y a toujours des choses nouvelles. En regardant de près les objets, on s'aperçoit, tiens, tel objet est probablement usurpé. Le dernier cas majeur, c'est le masque d'or de Toutankhamon. Eh bien, en regardant bien le nom du roi sur ce masque d'or, il est usurpé. Il appartient à une reine pharaon. On apprend que la tombe de Toutankhamon n'est peut-être pas la tombe de Toutankhamon, le masque d'or de Toutankhamon n'est peut-être pas celui de Toutankhamon. Et en continuant à étudier cette période, le contexte très particulier religieux, le mobilier que nous a livré la tombe et d'autres monuments qui apparaissent de temps en temps, on peut améliorer notre connaissance de ce règne, et c'est une époque importante. Une époque où on a ce premier monothéisme qui a été tenté et qui a échoué, ce qui est tout à fait intéressant au point de vue de la philosophie. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.